Au cours des 40 dernières années, les Nations Unies ont reconnu 34 nouveaux pays, ce qui n'est pas rien. De nouveaux pays apparaissent régulièrement. Je dirais même tout le temps, mais pour vous, ils passent sans doute inaperçus. Je suppose. Après tout, j'ignore où vous vivez. Dans la liste des pays les plus jeunes, on trouve le Monténégro et la Serbie qui se sont séparés en 2006, même s'ils étaient techniquement déjà indépendants. Ensuite vient le Kosovo qui s'est séparé de la Serbie en 2008 et qui est reconnu internationalement, mais la situation y reste compliquée. Et puis il y a le Timor oriental qui a déclaré son indépendance en 1975 et est devenu un État souverain en 2002. Enfin, il y a le Sud-Soudan, le plus jeune État actuel. Il s'est séparé du Soudan en 2011. Dans le cas du Sud-Soudan, tout a commencé avec l'indépendance du Soudan en 1956, après 50 ans de domination égyptienne et britannique. L'indépendance a révélé de manière inattendue que les populations du sud et du nord du pays étaient très différentes. Religion, langue, bref, des points essentiels. Ces différences ont entraîné des conflits, des malentendus et des guerres avant de déboucher sur la seule solution possible. Le Sud-Soudan s'est séparé du Nord et il est devenu indépendant. Un référendum s'est tenu en janvier 2011 et 99% des votants ont opté pour la séparation. Ainsi, un tout nouvel État officiel est apparu sur la carte, mais peu de gens savent que d'autres pourraient suivre son exemple dans un avenir proche. Et leur nombre risque de vous surprendre. Mais d'abord, bien sûr, un café. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. Et merci à tous ceux qui comprennent mon désir d'anonymat. Voici Bougainville, une région autonome de Papouasie-Nouvelle-Guinée, située à l'est de l'île principale et au nord des îles Salomon. Bougainville se compose de 2 îles principales et de plusieurs îles et atolls éloignés. Sa superficie totale est de 9400 km², mais la lutte pour l'indépendance a commencé il y a bien longtemps. En 1968, alors que la Papouasie-Nouvelle-Guinée était sous contrôle australien, Bougainville a demandé un référendum sur l'indépendance ou le rattachement aux îles Salomon. Ça n'a pas été un succès, malheureusement. Puis, en 1975, 2 semaines avant que la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne devienne enfin indépendante, enfin ne signifie pas que je m'en réjouis, mais c'était formulé ainsi dans l'article. Bref, Bougainville a à nouveau déclaré son indépendance. Mais une fois de plus, ça a échoué. À la fin de l'année 2019, un nouveau référendum consultatif a été organisé et 98% des participants ont voté pour l'indépendance. Malheureusement, des problèmes subsistent. Avant tout, celui de la mine de cuivre de Panguna, l'une des plus grandes du monde, qui est située à Bougainville. Sa valeur est estimée à 55 milliards d'euros. Et naturellement, la Papouasie-Nouvelle-Guinée ne veut pas y renoncer. Si Bougainville fait sécession, la Papouasie perdra les bénéfices potentiels de la mine, ainsi qu'une bonne partie de ses exportations. La mine est fermée depuis 1989 cependant, ce qui change un peu les choses, mais le fait est là. Or, c'est en partie cette mine qui a été à l'origine de la future séparation. Les différends entre la population et la compagnie concernant l'impact sur l'environnement, les bénéfices minimes pour les habitants et les changements sociaux négatifs ont conduit à un renouveau du mouvement indépendantiste. En 1989, un conflit a éclaté. Des habitants ont saboté les opérations de la mine et en réponse, l'État a envoyé l'armée pour en reprendre le contrôle. Ça a conduit à une terrible guerre civile qui a duré près de 10 ans et qui a coûté la vie à entre 15 000 et 20 000 personnes. Enfin, c'est pas une surprise, après tout, on parle d'une guerre civile. En 2000, un accord de paix a été conclu qui, outre le désarmement, prévoyait la création d'un gouvernement autonome pour Bougainville. Les parties ont convenu d'organiser un référendum sur l'indépendance politique de l'île. Pour quel résultat ? Aujourd'hui, le président de Bougainville est déterminé à obtenir l'indépendance du pays et la rédaction d'une nouvelle constitution a commencé. Les récentes élections nationales pourraient bien être les dernières auxquelles Bougainville participera. Ça semble réaliste car après le référendum de 2019, les autorités régionales avaient prévu de parvenir à l'indépendance entre 2025 et 2027,
ce qui est très proche. L'avenir de ce jeune État attend l'approbation du Parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Mais je pense qu'il n'y a qu'une issue possible. En général, il y a plusieurs raisons qui expliquent l'émergence de nouveaux États. Tout d'abord, bien sûr, les bouleversements politiques, les révolutions, etc., à la suite desquelles une nouvelle autorité peut décider de créer un État. Ensuite, c'est le cas de Bougainville et du Sud-Soudan, des États peuvent naître à la suite d'une lutte pour l'indépendance contre un voisin plus fort. Un peuple émerge sur la base d'une identité, d'une culture et d'une langue commune et tente de créer une entité politique qui lui corresponde mieux. Le plus souvent, quelque chose qui lui soit familier. Enfin, un cas de figure similaire au précédent, c'est l'effondrement de structures coloniales ou impériales. Lorsque d'anciennes colonies ou d'anciens territoires accèdent à l'indépendance, ils peuvent devenir de nouveaux États souverains. Le Royaume-Uni en est un bon exemple car tout au long de son histoire, une soixantaine de pays en sont devenus indépendants. C'est le chiffre le plus élevé de la planète. Derrière le Royaume-Uni, on trouve la France. Une quarantaine de pays s'en sont affranchis. En parlant d'anciennes colonies, il faut mentionner la Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est ce groupe d'îles situé dans la partie sud-ouest de l'océan Pacifique, à l'est de l'Australie. Le 24 septembre 1853, par ordre de l'empereur Napoléon III, la Nouvelle-Calédonie est devenue une colonie française. À l'époque, on y envoyait des criminels et des prisonniers politiques. Plus précisément, de 1873 à 1876, 4200 prisonniers politiques ont été envoyés en Nouvelle-Calédonie. Voilà quel genre d'endroit c'était. Inutile de s'étendre sur la façon dont on traitait les autochtones. Entre 1976 et 1988, période appelée les événements, de nombreux conflits ont opposé les autorités françaises aux indépendantistes. Violence, émeutes. Les soulèvements précédents, en 1878, 1917 et 1922, avaient été brutalement réprimés. Mais la Nouvelle-Calédonie est entrée dans une nouvelle ère. Les autorités françaises ont accordé plus de pouvoir au gouvernement local et de 2018 à 2021, 3 référendums ont été organisés. Finalement, 43% des électeurs ont voté pour la séparation en 2018 et 47% en 2021. Pas de quoi obtenir l'indépendance. Un troisième référendum s'est tenu pendant la pandémie, avec une faible participation et un boycott des partisans de l'indépendance, qui ont demandé un report du vote de 6 mois. En fin de compte, 96% des voix se sont prononcées en faveur du maintien du territoire dans le giron de la France. Pourtant, les arguments en faveur de la séparation semblent solides. Dans le passé, les autochtones étaient exclus de l'économie française et de l'industrie minière, et finalement, ils ont été parqués dans des réserves. Ce genre de choses laisse des traces. En outre, les Européens ont introduit des maladies comme la variole et la rougeole qui ont causé la mort de nombreux habitants. En raison des conflits armés, des maladies et de la perte de terres, la population indigène a chuté de 60 000 à 27 000 personnes en 43 ans. Aujourd'hui encore, les autochtones, qui représentent 40% des 270 000 habitants, ont des revenus inférieurs à ceux des Européens et leur état de santé est moins bon. A l'inverse, les Européens représentent un tiers de la population, mais ils occupent la plupart des postes de direction. Oups. Et bien sûr, la séparation ne serait pas rentable pour la France, car la Nouvelle-Calédonie possède des gisements de nickel, parmi les plus importants au monde. La partie indigène de la population est majoritairement pour la séparation, et c'est compréhensible. Quand on a passé 100 ans sur sa propre terre sans aucun droit politique, on a tendance à en vouloir aux colons. Quant aux autres raisons, je les ai déjà évoquées. Bref, où en est-on ? Lors de sa visite en juillet 2023, Emmanuel Macron a déclaré que l'indépendance n'était plus une option, étant donné que le peuple de Nouvelle-Calédonie avait voté contre. Il y a eu 3 référendums, et même sans tenir compte du dernier, la majorité s'est déclarée en faveur de la France. Mais le mouvement indépendantiste ne se satisfait pas de cette réponse et entend continuer à se battre. Ils ont proposé une date pour l'obtention de l'indépendance, le 24 septembre 2024, le 171e anniversaire de la prise de possession par la France. Mais 2024 est passé et la date a été repoussée au 24 septembre 2025. On verra bien.
Mais revenons aux raisons de l'émergence de nouveaux pays, car il existe aussi des conflits territoriaux et des unions. Il s'agit de territoires ou d'entités séparées qui se réunissent pour former un nouvel État. Et bien sûr, il y a des réformes constitutionnelles, réécriture de la Constitution, changement dans les systèmes de gouvernance, par exemple passage de la monarchie à la République, ou changement de l'équilibre des pouvoirs. Mais le plus souvent, les nouveaux pays se forment lorsqu'un pays existant se désagrège. Toutes sortes de cas existent, mais l'exemple des nouveaux pays les plus récents montre qu'ils apparaissent en réponse à un problème. Il y a un certain avantage international à les reconnaître. Au fait, il ne faut pas croire que la volonté d'indépendance est l'apanage des seules îles. Il existe de nombreux exemples continentaux, et l'un d'entre eux est celui du Pays basque. Les Basques sont un groupe ethnique originaire du sud-ouest de la France et du nord-ouest de l'Espagne. On pense que les Basques sont issus de fermiers néolithiques qui se sont retrouvés isolés des autres populations européennes en raison de leur situation géographique. Les montagnes font d'excellentes barrières. Mais leur territoire est passé sous contrôle espagnol. Et globalement, comme les terres basques sont situées entre deux grands pays, ces derniers se les sont constamment disputés. Il y a également eu des périodes d'autonomie, mais le gouvernement basque a été aboli en 1839. Entre 1936 et 1975, sous le régime de Franco, la langue basque a été interdite, les droits des Basques violés et la ville basque de Guernica bombardée. Une autonomie partielle n'a été rétablie qu'en 1979 et aujourd'hui une partie du territoire appartient à l'Espagne et l'autre à la France. Cependant, depuis 1997, des manifestations ont régulièrement lieu, la population réclamant un référendum et l'indépendance de la région. En 2018, les Basques d'Espagne, par exemple, ont formé une chaîne humaine de 201 km de long appelant à un vote sur l'indépendance. L'agence Reuters écrit que « Si la plupart des habitants du Pays basque, qui jouit d'un niveau élevé d'autonomie, d'une langue et d'une culture propre, ne sont pas favorables à l'indépendance, beaucoup sont en faveur de la tenue d'un vote. » En fait, il est grand temps de résoudre le problème, mais il faut d'abord organiser un référendum, et c'est assez délicat. Bon, on connaît maintenant les bases, mais que doit-il se passer pour qu'un nouveau pays voie le jour et qu'il soit reconnu comme un véritable État ? Il n'y a pas de règles officielles, mais le droit international existe, ainsi que ce que l'on appelle la Convention de Montevideo, qui est un document. La Convention de Montevideo de 1933 définit un État comme une entité souveraine qui répond à 4 critères. Population permanente, frontières territoriales définies, gouvernement, accord avec d'autres États. Enfin, ça ou une capacité à conclure des accords avec d'autres États. Même lorsque ces critères sont remplis, ça ne garantit pas que l'indépendance d'un État sera reconnue par la communauté internationale. L'obstacle le plus fréquent est la résistance du pays dont l'entité cherche à se séparer, suivi de la difficulté d'être reconnu officiellement par les autres nations. C'est simple, pour qu'un territoire devienne un nouvel État, un autre État existant doit perdre une partie de son territoire. Mais chaque État dispose de lois et de normes relatives à son intégrité territoriale, souvent anciennes et importantes. Elles constituent littéralement la base du système international. C'est pourquoi il n'existe pas de voie juridique claire pour obtenir le statut d'État souverain. Il n'existe pas non plus de mécanisme juridiquement établi pour déterminer si un territoire est un État souverain. Pour mieux comprendre, il faut étudier des exemples existants, mais d'une manière générale, un territoire devient un État lorsque son indépendance est reconnue par les Nations Unies. Mais le processus est très compliqué, il comporte beaucoup de nuances, d'exceptions et de pièges. En simplifiant au maximum, ça donne à peu près ceci. Tout d'abord, dans le pays qui veut faire sécession, la plupart des gens doivent soutenir la décision, via un référendum par exemple. Ensuite, le pays dont le nouvel État se sépare doit être d'accord avec cette rupture. Et enfin, pour que le nouveau pays mérite son titre, il faut que ses habitants, son territoire et son gouvernement soient capables d'assurer leur indépendance et de subvenir à leurs besoins. L'ONU donne alors son accord et le nouveau pays a ainsi accès à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international et autres avantages. Actuellement, les velléités d'indépendance sont nombreuses dans le monde et on n'aura pas le temps de parler de tout. Mais certains pays sont plus proches de la réussite. Tout d'abord, le Groenland. Le Groenland se considère comme un pays autogouverné.
et autonome au sein du Royaume du Danemark. Depuis 1979, il dispose de son propre gouvernement et de son propre parlement, mais son territoire est encore influencé par son passé colonial. Pour vous donner une idée, le Groenland est devenu une colonie du Danemark en 1721 et depuis lors, il en fait partie. Mais au cours des 20 dernières années, le mouvement indépendantiste est devenu plus actif et le projet de constitution présenté en avril 2023 laisse entrevoir une séparation prochaine. Les prochaines élections législatives sont prévues pour 2025, après quoi le pays risque de se battre encore plus fort en faveur de l'indépendance. Le désir de rompre avec le Danemark ne cesse de croître. Pour vous donner une idée, une enquête réalisée en 2016 a montré que parmi les Groenlandais, une nette majorité, 64%, soutenait l'indépendance. En 2019, le chiffre était passé à 67,8%. En fait, si un référendum est organisé prochainement, il est assez facile d'en prédire les résultats. Parlons maintenant, par exemple, de l'Écosse. Son histoire est totalement différente. L'Écosse était un royaume indépendant au Moyen-Âge, et elle a résisté activement, férocement, pour conserver son indépendance vis-à-vis de l'Angleterre. Mais en fin de compte, les deux royaumes se sont unis sous le nom de Grande-Bretagne en 1707. Ça a mis fin aux guerres d'indépendance et ça a permis d'instaurer une période de paix relative. Cependant, au cours du 19e siècle, des mouvements politiques séparatistes ont vu le jour. Il y a 10 ans, la population écossaise a voté et 55% des habitants se sont prononcés contre l'indépendance, raison pour laquelle la région est restée dans le giron du Royaume-Uni. La marge était suffisante pour répondre à la question de l'indépendance. Mais bien sûr, ça n'a pas mis fin au débat pour autant. Soit dit en passant, la plupart des Écossais, 52%, sont satisfaits du référendum et seuls 33% pensent qu'il s'agissait d'une mauvaise idée. Sur ce graphique, on peut voir que le niveau de support fluctue parfois. 53% des gens se sont exprimés en faveur de la séparation en août 2020 et en décembre 2022. Mais de nombreux Écossais ne savent pas comment voter et sont incertains. En outre, nombre de ceux qui ont voté contre la séparation n'étaient pas sûrs de leur choix. En fait, la situation n'est pas claire. Le pays se trouve à la croisée des chemins. Selon les derniers sondages, 37% des gens sont favorables à un second référendum d'ici 5 ans et 43% soutiennent la tenue d'un tel référendum d'ici 10 ans. En outre, la moitié des Écossais pensent que l'Écosse cessera de faire partie du Royaume-Uni d'ici 2074. De plus, les partisans de l'indépendance affirment qu'ils sont prêts à se battre jusqu'au bout, alors peut-être obtiendront-ils ce qu'ils veulent dans un avenir proche. La Papouasie occidentale a également sa propre histoire. Vous en avez déjà entendu parler ? En fait, il s'agit de la moitié occidentale de l'île de Nouvelle-Guinée, l'autre côté constituant l'État de Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'île est située à 200 km au nord de l'Australie. Elle abrite plus de 250 tribus, chacune parlant sa propre langue et ayant sa propre culture. Il y a quelques dizaines de milliers d'années, la région était habitée par des Mélanésiens qui y vivaient leur vie. Ça a duré quelques temps jusqu'à ce que, avec l'arrivée du monde occidental, elle soit colonisée par les Pays-Bas. Ça s'est passé en 1898. Les îles indonésiennes ont également été colonisées par les Néerlandais, mais lorsque la République d'Indonésie est devenue indépendante en 1949, la Papouasie occidentale n'a pas rejoint le pays. Le gouvernement néerlandais considérait que la Papouasie occidentale était géographiquement, ethniquement et culturellement différente de l'Indonésie et qu'elle devait demeurer indépendante. Fin 1961, la Papouasie occidentale a tenu un congrès au cours duquel son peuple a proclamé son indépendance et hissé un nouveau drapeau. Bon, et ensuite ? Eh bien, quelques mois plus tard, l'armée indonésienne a envahi la Papouasie occidentale pour s'approprier l'ancienne colonie néerlandaise. Après une série de conflits armés, la Papouasie occidentale a été rattachée à l'Indonésie. Depuis lors, les Papous se battent pour leur indépendance, car leur pays est pour ainsi dire occupé, dans des conditions assez dures. Les choses vont très mal là-bas, mais on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, alors je vais faire court. Je dirais simplement que selon les associations humanitaires, plus de 500 000 civils ont été tués. Pour vous donner une idée, il vit actuellement 569 570 personnes en Papouasie occidentale. La plupart souhaitent l'indépendance de leur pays et veulent l'obtenir de manière pacifique.
Et enfin, passons des îles et des archipels à l'Europe. Revenons en Espagne, car dans la péninsule ibérique, un mouvement d'indépendance dure depuis des siècles. Je parle de la Catalogne, une communauté autonome située dans le nord-est de l'Espagne, au sud des Pyrénées. La Catalogne a une histoire longue et mouvementée. L'origine des sentiments séparatistes remonte au milieu du XIXe siècle. Toutefois, un pic de soutien à l'idée d'indépendance a été observé au cours des 14 dernières années. Le mouvement en faveur de l'indépendance a débouché sur un référendum en 2017. Cependant, les autorités espagnoles n'étaient pas d'accord avec sa tenue et elles l'ont qualifié d'illégal. Il a quand même eu lieu, malgré les mesures sévères prises par la police espagnole. Selon les autorités catalanes, 90% des électeurs se sont prononcés pour l'indépendance, mais la participation n'a été que de 43% et elle a été entachée d'irrégularités. Néanmoins, la Catalogne a déclaré son indépendance, ce qui a déclenché des manifestations, des arrestations et a causé la crise constitutionnelle la plus grave qu'ait connue le pays. Après quelque temps, le calme est revenu. Et lors d'élections qui se sont tenues en Catalogne cette année, les partis indépendantistes ont perdu leur majorité parlementaire. Ils en disposaient depuis 2015, soit dit en passant. Les gens sont peut-être las de se battre pour l'indépendance, mais ça ne signifie pas que le mouvement lui-même a disparu. Le soutien à l'indépendance a diminué, mais même actuellement, il représente encore 42% de la population catalane. Le processus de séparation prend du temps, mais je doute qu'il s'arrête complètement. Nouveau pays africain. En 2017, un conflit armé a éclaté au Cameroun, plus précisément dans deux régions, le nord-ouest et le sud-ouest. Depuis lors, les rebelles s'efforcent de créer un État appelé Ambazonie, recouvrant ces deux régions anglophones. À la suite du conflit, plus de 6000 personnes sont mortes et 765 000 ont été contraintes de quitter leur foyer. Le Cameroun est confronté à de nombreux problèmes, héritage colonial, soulèvement et géographie. Cependant, jusqu'à présent, les rebelles ne disposaient pas des troupes, de l'argent et de l'unité nécessaires pour former un nouvel État. En outre, le Cameroun compte plus de 20 groupes ethniques pour une population de 29 millions d'habitants. L'identité anglophone n'a pas effacé l'appartenance ethnique, ce qui rend une victoire des rebelles, disons, très improbable. L'émergence d'un nouvel État semble impossible, mais il y a tout de même du mouvement, et je me devais d'en parler. Malgré les événements qui affectent le Cameroun, en 2024, aucun pays ne reconnaissait l'Ambazonie. État du Québec. Vous saviez que le Québec souhaitait devenir un État indépendant? Personnellement, je l'ignorais, mais entre 1990 et 2005, 50% de ses habitants ont déclaré vouloir l'indépendance vis-à-vis du Canada. Lors du mouvement pour l'indépendance du Québec, deux référendums ont été organisés, en 1980 et en 1995, et les partisans de la séparation sont passés à deux doigts de remporter le second. Mais 30 ans se sont écoulés depuis ce référendum et 2 ans depuis le dernier sondage, et la situation a radicalement changé. La question de l'indépendance ne semble plus intéresser ni la population ni les hommes politiques. Aujourd'hui, seul un tiers des Québécois est favorable à l'indépendance et un autre tiers plaide en faveur d'une plus grande autonomie du Québec. En d'autres termes, ils veulent rester canadiens mais être plus indépendants. Une question se pose, pourquoi ce changement? Habituellement, lorsqu'un territoire veut son indépendance, ce désir ne fait que se renforcer au fil du temps. Mais là, c'est l'inverse. Le Canada a pris acte de la demande d'autonomie du Québec et y a réagi. La province a obtenu un contrôle renforcé sur son territoire et tout le monde semble s'en satisfaire aujourd'hui. Le Québec a même le droit de convoquer un référendum sur l'indépendance s'il le souhaite, mais pour l'instant, peu de gens s'y intéressent. Les partisans de l'indépendance ont pourtant des arguments. Ils affirment que la province possède une culture unique en plus d'être à majorité francophone, à 78%. Il y a aussi un argument historique. Le Québec a été conquis par les Britanniques en 1760 et annexé par la Grande-Bretagne, mais à l'origine, le territoire était français. Enfin, actuellement, les Québécois sont satisfaits de la situation. A plus! Et n'oubliez pas de laisser un like.